Le mastering, voilà quelque chose dont on parle souvent, on sait jamais exactement de quoi il s'agit. On va tout vous dire et vous dire comment faire ça. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André, donc aujourd'hui on va parler de deux choses. Tout d'abord, c'est quoi le mastering? Voilà, on va vous expliquer un tout petit peu le concept, à quoi ça sert, etc. etc. Et de deux, on va vous faire un petit tuto sur comment faire votre premier mastering. Donc, la vidéo est en deux étapes. Si vous savez déjà ce que c'est le mastering, bon, vous pouvez, si vous voulez, skipper directement à la deuxième moitié. Mais on a quand même quelques petits trucs intéressants à vous dire, donc restez avec nous. Avant de commencer, je vous invite à vous inscrire à notre chaîne, un petit subscribe, un petit on enclenche la cloche, comme ça vous savez chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et surtout, vous allez sur l'académiedugrosson.com/bonus, le lien dans la description, pour vous inscrire et puis vous recevrez plein de cadeaux qu'on a pour vous, entre autres un guide d'achat, une liste de plugins gratuits, un tableau des fréquences et plein d'autres choses. C'est Crésus, ça. C'est voilà, voilà. Donc allez-y, inscrivez-vous et profitez de tout ça. Je pense que maintenant nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. On attaque. Alors, le mastering, c'est quoi? Comme j'explique souvent aux artistes avec lesquels je travaille, c'est vraiment la toute dernière étape de production, c'est la couche finale. C'est là un peu quand vous avez un beau tableau, c'est là que vous mettez le vernis pour que ce soit brillant et joli. Le but vraiment, c'est que quel que soit l'endroit où vous écoutiez, dans votre voiture, votre smartphone, un ordinateur ou sur une super installation de fou furieux, qu'on retrouve le mix et que ça sonne bien partout. Donc c'est vraiment la petite couche finale. Ça peut être quelque chose qui va venir fort renforcer votre mix, ou ça va être juste, peut-être si le mix est déjà nickel, qui va être juste la petite couche. Ici on a quelques exemples de productions qu'André a faites, qui sont masterisées, non masterisées, donc il va nous montrer un peu, on va écouter vraiment la différence entre les deux. C'est ça, alors on a donc deux morceaux ici, un truc un peu plus rock, avec un mastering un peu plus léger, et un truc un peu plus fat, plus métal, où le mastering a donné plus d'effets. Et on écoute et puis on en parle. Donc ici vous avez le mix tel que je l'ai envoyé chez l'ingé mastering en fin de parcours. Et la même chose masterisée. Faut remarquer une chose, c'est j'ai baissé le niveau du master de presque 5 dB. Si je le mets au niveau initial, hop, c'est ça la différence. Donc encore une fois, le mix, je vais passer au master. Donc voilà, il y a déjà, même si ici le mastering est relativement léger en termes de couleur, il y a quand même des changements, on prend quand même un bon coup de niveau aussi. Ouais. Et donc là c'était un mastering relativement transparent, et ici on a quelque chose d'un tout petit peu plus méchant, un peu plus en dedans. Donc voici le mix d'abord. Voilà, donc on entend que tout prend un peu de... tout est un peu plus gros. Ici, par exemple, il n'y a pas de grosse différence de volume, parce que les mix est déjà très fort, donc il n'y avait pas besoin d'être poussé au volume. Mais par contre, ici, on a plein de petites pics d'attaque, et ici, par contre, c'est limité, c'est bien contrôlé jusqu'au bout. Donc voilà, ça, c'est deux exemples de ce que c'est qu'un mix qui est ensuite masterisé. Alors la question que l'on se pose souvent, c'est faut-il faire le mastering soi-même si vous produisez vous-même votre morceau? Est-ce que je dois l'envoyer à un studio de mastering? Moi c'est une question que je me pose souvent aussi, parce que moi je ne suis pas spécialisé dans le mastering. Je fais régulièrement du mastering dans un cadre où je produis, où je mixe et je masterise par exemple, parce que ne serait-ce que pour donner une idée finale à l'artiste de ce que ça peut donner, mais ce n'est en aucun cas une obligation. Donc s'ils veulent prendre ça, moi j'enlève mon mastering, hop, ils l'emmènent dans un studio de mastering et ils font faire le mastering ailleurs. Donc le fait d'aller chez quelqu'un, le gros avantage, c'est que c'est quelqu'un qui fait ça du matin au soir. Donc il va venir avec une perspective fraîche et il a l'expérience de faire ça en non-stop. Donc il est vraiment spécialisé là-dedans. Maintenant, parfois, on s'attend à ce que le mastering fasse de la magie. Comme on l'a dit, c'est l'étape de finalisation. Donc il faut que tout votre mix soit quand même bien géré et que vous lui donniez quelque chose de bien. C'est pas là que tout d'un coup on va passer d'une vieille 2 chevaux toute rouillée à une grosse Ferrari qui trace... voilà, donc
Donc c'est à prendre en considération. Est-ce que c'est nécessaire de passer par quelqu'un? Est-ce que vous avez une matière qui est propice à aller chez quelqu'un? Mais en général, c'est quand même toujours un plus si on peut se le permettre, quoi. Là, vous avez vu un peu la différence entre les mix et les masters. Au final, était relativement poétique. D'ailleurs, il fallait probablement tendre un peu l'oreille pour l'entendre. Parce que, voilà, si quelque chose ne marche pas dans le mix, dans le master, on ne peut faire qu'une certaine partie du travail. On ne peut pas rentrer dans le morceau et commencer à changer les balances, par exemple. On peut pas, parce qu'on travaille juste sur le fichier final stéréo. On n'a pas l'accès à toutes les pistes. Oui. Enfin, c'est quelque part une bonne chose aussi, parce que on s'assure au moment du mix que la présentation artistique soit telle qu'on la veut, que toutes les choses soient balancées correctement, que les couleurs soient les bonnes et que tout bouge comme on l'entend dans la tête. Et le master, par contre, c'est plus une façon de s'assurer que cette impression-là soit la même sur tous les systèmes d'écoute. Ouais. Et c'est aussi, si on va chez la bonne personne, c'est aussi un petit bouton mieux partout. Bah oui. Voilà. On peut faire ceci et cela, et des ingés mastering super bons peuvent parfois vraiment trouver des solutions pour des problèmes un peu plus embêtants, mais c'est pas leur boulot principal. Voilà. On vous montre peut-être un tout petit peu comment faire ça soi-même. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce qui rentre dans un mastering? Donc ici, on a notre petit morceau AGS mixé. D'ailleurs, si vous voulez voir comment est-ce qu'on le mixe, il suffit juste d'être sur notre mailing list et vous allez recevoir un petit vidéo, enfin voilà, un petit secret. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre mailing list, donc academiedugrosson.com/bonus. Et ça sonne un peu comme ça. Donc voilà, on a quelque chose déjà de bien balancé, il y a tout à la bonne couleur, c'est cool, ça fonctionne ensemble. J'aime bien déjà ce qu'on entend ici, mais je sais par expérience que si je le fais écouter ça, par exemple dans une voiture, surtout si on roule à l'autoroute ou quoi, on va commencer à entendre beaucoup des toc 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 toc, mais tout le corps du son va un peu disparaître parce qu'on n'a pas assez de densité dans le son encore. Alors même visuellement, regardez un tout petit peu entre un mastering comme celui-ci, donc qui est peut-être un peu fort, c'est du gros métal, hein. On a quelque chose qui était limité, donc où les pics ont été un peu coupés. Hop, là c'est les mix. Vous voyez les pics qui ressortent, ici tout est un peu coupé. Ça permet de rajouter une densité. Donc c'est sur ça par exemple qu'on va travailler dans notre petit morceau. La densité, le contrôle dynamique, c'est un des aspects du mastering, quelque part le plus évident. Parce que quand on reçoit un mix après mastering, en général il va beaucoup plus fort, parce qu'on l'a limité, on l'a rendu un peu plus fat, une saucisse bien large, bien grosse. Et donc ça, c'est une partie mastering. L'autre partie, c'est contrôle de couleur. On s'assure que, si ça se trouve, la personne qui a mixé ça, par rapport au système, la pièce dans laquelle on est bien habitué à travailler sur le même système. Donc on a tendance, souvent en tant que mixeur, à peut-être mettre toujours un tout petit peu trop de kHz, parce qu'on n'entend pas bien dans notre pièce. Et du coup, l'ingé mastering, c'est avec un autre système, avec des enceintes souvent très très haut de gamme, très précises, dans une pièce qui est traitée, etc. Va pouvoir entendre, va se dire, là il y a quand même un peu de comme ça qui ressort. Tout le mix fonctionne, tout marche bien ensemble, mais il y a juste cette petite résonance comme ça sur tout le mix. Et là, on va un peu enlever ça. Donc, des choses qui nous embêtent, qui résonnent un peu, ça c'est une partie du traitement fréquentiel. Et l'autre partie du traitement fréquentiel, c'est un peu des mouvements larges, comme ce qu'on peut faire par exemple sur le bus master. Donc, à la fin du mix, où vous voulez travailler tout l'ensemble de la couleur du mix, c'est la même approche au mastering. En fait, le mastering n'a rien de magique, on utilise les mêmes outils que pour le mix. La seule différence, c'est qu'on va en utiliser peut-être, on va en utiliser moins, et en tout cas, historiquement, c'était des machines peut-être un peu plus haut de gamme, puisqu'on en avait besoin de moins, donc on pouvait mettre beaucoup plus d'argent dans une machine à la fois. Tout ça n'est pas super important. Le plus important, c'est de dire, c'est le contrôle de fin de chaîne. Donc, tout ce qu'on va mettre ici doit servir à sublimer le mix, ce qui en général veut dire pas faire de trop. Parce que dès qu'on va faire de trop, on va forcément enlever des choses intéressantes aussi. Ok, ça c'était les concepts. Je répète, contrôle dynamique,
densité, donc on va limiter, on va compresser un peu. Contrôle fréquentiel, on va essayer de voir s'il y en a peut-être des choses qui sont un peu agressives et peut-être besoin de booster un peu les basses, booster un peu les aigus, c'est souvent par là que ça passe. Et limiteur de fin de chaîne à la fin. Donc ici j'ai une EQ d'abord. Alors, en termes de qu'est-ce qui vient en premier, moi quand je masterise, ça dépend vraiment à chaque fois des besoins. Si je trouve que fréquentiellement tout va bien, vous n'avez même pas besoin d'utiliser une EQ. Mais en général, je commence quand même avec une EQ la plus musicale et la plus neutre possible. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je vais faire. Je ne vais pas changer les mix, je vais le sublimer. Donc, on va écouter un peu. Pour moi, ça pourrait encore prendre un tout petit peu de poids, de manière générale. Donc, on va booster un tout petit peu les bas médiums. On va voir ce qui se passe ici. Ok, c'est cool. Voilà, j'ai boosté un tout petit peu les bas du spectre. Je ne vais pas nécessairement travailler le sub. Là, je crois qu'il y a suffisamment d'énergie, puis on verra après la compression aussi. Une fois que c'est un peu plus dense, tout change un peu aussi. Et j'aimerais peut-être l'ouvrir un tout petit peu dans le très très haut du spectre. Je trouve que c'est bien, mais ça pourrait être un tout petit peu plus précis, un peu plus comme ça. Sur cet EQ-là, j'ai un petit bouton R. Donc c'est une EQ très très haute, shelf, qui sert exactement à ça. Alors, il y a un petit truc en plus. Ça aussi, on peut faire parfois dans le mastering. J'entends encore un tout petit peu de dans la voix qui m'embête un poil et je sais qu'on va encore compresser derrière, donc j'ai peur que ce soit peut-être un tout petit peu trop. Je vais prendre un petit DSR que je vais faire travailler en MS. On va faire des trucs un peu plus spécifiques. Donc on va en fait enlever un tout petit peu d'ES, mais que au milieu de notre mix. Je ne vais pas travailler sur tout, je ne vais pas enlever des choses intéressantes dans les cymbales, dans la snare, etc. On travaille sur le mix complet, donc il va falloir être vraiment doux et y aller mollo. Comme vous avez vu sur l'EQ, j'ai fait même pas 1 dB ici, et même pas un demi dB là, et pourtant on a déjà une différence assez large. Donc on va voir un tout petit peu qu'est-ce qui se passe ici. C'est surtout le son. Voilà, ça c'est bien. Hop. Et alors. Voilà. Je crois que c'est un peu mieux. Hop. On écoute avec un peu de contexte. Voilà, ça ne me dérange plus. Super, donc ça c'est typiquement le type de problème qu'on peut régler au mastering, mais que si je pouvais, je remettrais plutôt dans le mix, régler ça dans le mix, réexporter un mix et renvoyer ça en mastering. C'est toujours mieux de traiter la piste et pas le mix complet, mais là ça fonctionne. Ensuite, un petit coup de compression générale pour donner un peu d'intensité, encore exagérer un peu le mouvement dynamique, le groove. Je vais utiliser des compresseurs de chez Slate Digital, donc ils ont un chouette compresseur. On va essayer d'abord celui-ci. Ici, l'idée, c'est pas de compresser fort. Ici, c'est juste, voilà, un petit bouton mieux, quoi. Un petit plus.
Donc on va exagérer un peu les attaques et le punch. Donc, alors, qu'est-ce que je fais ici? J'ai choisi un petit ratio, 2/1. Je veux pas plus que ça pour l'instant parce que, justement, je veux que ce compresseur agisse de manière très transparente. Ensuite, je vais baisser le threshold pour quand même compresser beaucoup, comme ça j'entends bien ce que je fais quand je règle l'attaque et le release. Après, je vais remonter le threshold pour compresser juste un tout petit peu. Donc, écoutez bien maintenant, quand je joue un peu avec l'attaque et release, ce que j'essaie de faire, c'est obtenir une enveloppe du son, donc un mouvement du son qui met en avant le groove et le punch du morceau. C'est un truc qui fait poum, pa, poum, pa. J'ai envie encore plus ce mouvement-là. Donc, je vais essayer de le faire au feeling. Je joue un peu avec l'attaque pour voir comment est-ce que la snare répond, est-ce qu'elle disparaît, est-ce qu'elle est un peu trop devant, et le release pour voir est-ce que le groove s'installe de manière intéressante. Je sais pas si je peux l'expliquer mieux que ça, mais voilà, compression, c'est pas facile nécessairement à entendre. Donc, si vous entendez pas ce que je fais, désolé, ça prend juste un peu d'expérience. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, un jour, vous y serez aussi. Voilà, ça a permis juste d'un peu monter la densité, un peu le kick à la snare. Un peu plus punchy, quoi. C'est plus punchy, mais en même temps, on va moins fort. C'est ça qui est intéressant, parce que ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est tout doucement enlever les grosses piques et arriver au fait que si on les coupe complètement, que ça change pas la qualité du son, le caractère du son. Donc, avec ce petit compresseur, je pourrais encore en mettre un deuxième, un troisième. Voilà, on va voir ce qui est besoin. Je pense que là, c'est pas mal. Je ne mettrai pas plus que ça. Et finalement, un limiteur de sortie. Alors là, pour moi, ça c'est la partie que si vous faites un mastering, je vous mets un petit pré-mastering entre guillemets, un truc juste rapidement. Le bon limiteur, ça va vous changer la vie. Chaque limiteur a un peu son petit son, sa petite façon de réagir aux différents types de contenus. J'aime beaucoup celui-là, je l'ai pas chez moi, ça m'embête. Mais il marche très bien. C'est aussi celui de chez Slate Digital. Je sais que Gérald l'utilise partout aussi. Très simple celui-là. D'ailleurs, on va enlever le compresseur. Donc il y a encore un compresseur en plus. On n'a pas besoin pour l'instant. On va juste utiliser le limiteur qui est ici. Ok, c'est cool ça, hein? Voilà. Alors ici, donc c'est un limiteur, Brickwall, si vous ne savez pas ce que c'est, on a une vidéo sur le sujet également. Donc on a gagné quand même beaucoup au niveau si je enlève celui-là. Donc évidemment, ce qui est important, c'est toujours le comparer au même niveau d'écoute, parce que sinon on se fait piéger. Exactement, sinon c'est juste ça rajoute plus fort, comme ici par exemple. Bah ouais, c'est mieux, ça va 10 fois plus fort. Ici, sur certains limiteurs, vous avez un petit bouton comme par exemple celui-là qui permet de tout de suite écouter au même niveau perçu.
sais pas si vous avez entendu, tout est encore un tout petit peu plus précis, plus ensemble. Ça a même un peu plus de punch, de précision, parce qu'il y a une petite option ici qui permet de doser ça. Et maintenant, sans mastering du tout et avec l'ensemble de mes traitements. Donc d'abord, sans rien. Et voilà, comme je disais, un petit bouton mieux de manière générale. Alors, comment savoir où s'arrêter sur son limiteur? Ça, je pense, c'est un peu la partie la plus nébuleuse de tout ça. Pour moi, aujourd'hui, je le fais à l'oreille. Donc, j'essaie de chercher la densité qui m'intéresse. Je m'inquiète pas vraiment du niveau, honnêtement, parce que dans tous les cas, ça va finir sur des services de streaming qui réégalisent tout. Je vais pas aller trop fort, mais c'est parce que... Si je vais trop fort, de toute façon, ça va pas sonner super bien. Je vous montre tout de suite. Donc, avec le Constant Gain Monitoring qui du coup, va toujours ramener le niveau au même niveau perçu. À un moment donné, ça fait juste de la distorsion, ça fait juste grrr, c'est pas joli du tout. Donc, je cherche quelque chose qui m'intéresse au niveau du son. Mais si vous voulez quelques valeurs, en fait, je me suis aussi arrêté quand j'ai commencé à avoir moins 12, moins 13, moins 14 dB, plus ou moins dans ces zones-là, RMS en moyenne. Ça, plus ou moins dans ces zones-là, c'est ce que les services de streaming veulent entendre aujourd'hui. Aller beaucoup plus fort que ça sert plus trop à rien et souvent, en fait, ça a un impact négatif sur le son. Donc... Mais bon, si ça fait sonner votre morceau plus comme ce que vous l'avez en tête, il n'y a aucun problème. Voilà, ça c'est pour le petit tuto mastering. Donc, pour vite vous rappeler ce que j'ai fait. Ce que je fais en fait presque à chaque fois quand je fais un mastering, c'est un petit écu quelque part de correction, de rééquilibrage, de mise en avant des choses vraiment intéressantes. Ici, il y avait un petit problème DS, donc j'ai mis un DSR, mais non, souvent je ne l'en mets pas. Un petit compresseur pour rajouter de la densité, renforcer le groove. Et un limiteur de sortie. Voilà. Je peux aussi, dépendamment des besoins, je peux ajouter encore peut-être une EQ quelque part. Je peux peut-être ajouter quelque chose qui rend le tout un peu plus large, si j'en ai besoin, au niveau de la stéréo. Ça dépend vraiment de chaque truc. Ces machines-là, perso, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, moi je vous conseillerais de ne pas trop s'en approcher parce que c'est très facile de détruire son mix en voulant le rendre plus large. Commencez par là. Et c'est déjà cool. Dernière petite chose qu'on va vous montrer aujourd'hui, il y a aussi des plugins qui font un peu tout en un. C'est vraiment fait pour le mastering et pour avoir un seul plugin qui fait tout. Comme par exemple Ozone, qui est le plus connu, dans lequel vous avez tout plein de sous-plugins. Vous pouvez faire assez rapidement un très chouette mastering avec juste une machine comme celle-là qui sonne très 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 bien. Donc voilà, ça existe aussi. Je sais pas si tu as des choses à ajouter, Gérald? Non, je pense que c'est bien. On est allé en long et en large partout où il fallait. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire une fois que vous avez fini votre mix. Vraiment penser ça après le bus master sur votre mix terminé. Et puis voilà, avec ça, normalement, votre mix devrait sonner de l'enfer, de la mort qui tue, et vous allez pouvoir conquérir le monde normalement après cette vidéo. Vous nous envoyez les sous. Hein. Oui, c'est ça. 10% peuvent aller à André et je prends le pourcentage de manager. Sur ce, je crois que c'est cool. Ouais. Donc on fait du mastering et surtout on fait de la musique.